Donc TD5, sphère de rayon R. Et alors d'abord on prend un champ. Donc dans les trois cas, le F est une constante. Et on veut calculer le flux de F au travers de la sphère. Je prends un autre crayon. Alors, comment il est l'élément de surface pour la sphère? Bon, là, on fait en coordonnées polaires. Donc, du coup, le ds, ça va être variation de θ et variation du rayon. Pourquoi tu voudrais te mettre en polaire? Ah non, de la sphère. Ah non, non, non. On considère tout. Tu vas te mettre en sphérique. Ouais, Donc c'est dr qui vaut 0. Donc c'est ouais, cette variation. Ouais. Sin θ, R, des phi et R de θ. ah, attendez. Pardon. Le dv complet, c'est ça. Ok. Ici, j'ai pas de variation de dr. Bon, en fait, ça revient, je reviens plutôt. Alors, je vais y arriver. R d θ, d θ, de θ. R sous θ, des phi, E phi. Ok. Donc, comme ici dr vaut 0, il va rester plus que ce gars-là et celui-là. Donc ça revient à enlever le dr dans l'équation du dessus. Donc mon ds, c'est du R2 sin θ d θ d phi. Ça, c'est l'élément de surface qui correspond donc à un bout de la surface. Maintenant, c'est une surface orientée fermée, donc elle doit être orientée vers l'extérieur. L'extérieur, c'est forcément ER. Ok. Donc, le premier va faire évidemment 0, du coup. Mais monsieur, Ouais. on n'a pas notre élément total de, comment, de volume pour pouvoir retrouver la surface en fait, moi j'ai pris le déplacement élémentaire en sphérique, et en faisant ça, on trouve quand même. Tu trouves ça, Je non? comprends pas pourquoi ça fait 0 du coup. Ouais, moi aussi, je comprends bien. Qu'est-ce qui fait 0? Vous avez pas dit que ça faisait 0? Non, ça fait ça. Non, c'est dr qui vaut 0. Ah non, ce qui fait 0, Ah, d'accord. c'est le résultat de l'intégrale. Parce que, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Mais fds, quand vous remplacez, ça fait l'intégrale double de f, c'est Eθ, produit scalaire, ds fois er. Mais en sphérique, c'est une base orthonormale. Donc er, Eθ, ça fait 0. Donc ça, c'est l'intégrale double de 0. Bon, ça fait 0. Mais dans ce cas, pourquoi on ne prend pas directement l'élément de surface qui sera selon θ? Qui sera selon Eθ. Bah parce que, bon, l'élément. Tu veux dire en vecteur normal? Oui, Alors, qui a pour vecteur normal une composante sur θ. alors c'est lequel? C'est celui qui serait en. Si θ est une constante, si θ égale constante ici,
mais que phi varie, ça me dessine, le DOM, ça me dessine ce bout-là. Ok, et si R varie, ça me dessine. Alors le volume élémentaire, ça reste toujours celui-là. Ok. Après, on peut se dessiner notre volume élémentaire et regarder ce qui varie. Et... Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Alors. Voilà. Faut que je le rescotche. Bon, ça va tenir, je pense. Ouais, donc si tu fais ton volume élémentaire que j'ai mal fait ici, le truc c'est que quand θ vaut une constante, tu te retrouves sur la face, sur cette face-là. Donc c'est quand R varie et que phi varie. Donc c'est cette surface élémentaire qui sort de la sphère. C'est pas assez facile à voir. Mais si tu prends cette surface-là, tu es en train d'intégrer ton champ vectoriel sur ces surfaces-là qui sont un petit peu au-dessus du sol à chaque fois. Tu vois, perpendiculaires au sol. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut, parce que t'es pas en train d'intégrer là-dessus, toi. Tu es en train d'intégrer sur le... Quand on dit que c'est l'intégrale sur la sphère, il faut que ça soit le ds, il faut que ça couvre la surface de la sphère. Donc la surface de la sphère, c'est celle qui a dr égale 0. Donc t'as pas le choix en fait. Évidemment, si je prends les... On sait qu'il y a 3 éléments de surface, il y a celui... il y a celui qui... Donc si dθ vaut 0, il va être sur dr et r sinus θ dr dφ, et il sera orienté par la normale, c'est-à-dire par Eθ. Mais il ne correspond pas à ton élément d'intégration, de ce que toi tu veux intégrer sur la surface de la sphère. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Excusez-moi. Ouais. J'ai pas compris pourquoi ds est orienté par rapport à r. Parce que ça doit être toujours orienté normal à la surface. Et donc cet élément ici là, bah tu vois, c'est entre 4 villes au sol, quoi. Il y a A, B, C, D au sol, entre 2 latitudes et 2 longitudes. Donc ça dessine sur une map, ça dessine, moi je sais pas, ça dessine Paris. On va dire que Marseille est pile au sud, ce qui n'est pas le cas. On va être Berlin et puis Zurich. Ok, ça fait pas un carré ces 4 villes là, mais c'est pas grave. Cet élément de surface entre ces 4 villes là, c'est celui-là. C'est celui qui... Qu'est-ce qui varie ici? C'est θ qui varie. Non, là c'est phi qui varie. Là j'ai dφ. Et là j'ai dθ. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un carré qui est au sol. Ok, à l'horizontale pour chez nous, quoi. Et donc le vecteur normal, il est soit au-dessus, donc vers le haut, ou vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Comme par définition on choisit l'orientation vers l'extérieur, ce vecteur orienté de la sphère, ça doit être le vecteur vers le haut en chaque point. Et le vecteur vers le haut en chaque point, c'est ER. Vous voyez? C'est pas clair ou... À peu près, pas totalement, mais... Attendez, je vais chercher mon scotch parce qu'elle va retomber. Quand tu as un élément de surface, l'élément de surface orienté qui correspond, ça doit être le vecteur normal. Ok, je suis d'accord, mais le problème c'est que... Donc il faut ça. Hein? Non, le problème c'est plutôt le passage entre le premier DS et le DS orienté. Et le? J'entends pas. Et le deuxième DS. Celui-là et celui-là. Entre les deux, enfin, ouais, voilà. Bah c'est ça dont je parle, c'est-à-dire ce qui change c'est le ER. Quand tu as
Quand tu as un élément de surface, quel qu'il soit, tu dois l'orienter vis-à-vis du vecteur normal. ds par définition, le ds orienté par définition, c'est ds fois m. Ok. Maintenant, quand tu es sur la sphère, un élément de surface au sol, c'est quoi sa normale? Bah, c'est soit vers le centre de la Terre, soit vers au-dessus de ta tête, quoi. Il n'y a que deux orientations possibles. Ok. Comme elle est orientée par définition, on avait vu ça qu'on choisit toujours une orientation vers l'extérieur, c'est forcément lui. Mais lui, en sphérique, c'est pas n'importe qui. Le vecteur qui est au-dessus de ta tête en chaque point, c'est ER. D'accord? Donc là où tu es assis, là, en ce moment, tu lèves la tête vers le ciel à 90 degrés pile et tu es dans la direction de ER, en fait. Ok. Ok? Alors, Ok, parfait. si tu es en pente, c'est pas le cas évidemment, mais on va supposer que tu n'es pas en pente. Monsieur? Ouais. En fait, quand vous avez calculé le flux, vous avez juste dit que comme la force est dirigée sur ER et F c'est sur Eθ et ds c'est sur 0. Sur. Du coup, le flux ça fait 0. Ouais. Parce... J'arrivais à 2pi fr carré du coup, mais c'est. Alors qu'est-ce que tu as écrit? Bah, j'ai dit que j'ai fait la double intégrale de f fois r carré dθ dφ sin θ. Ouais. J'ai sorti f et r carré de l'intégrale. Ouais. Et j'ai intégré entre 0 et pi sin θ dθ et entre 0 et 2pi. Ouais, alors déjà, si tu fais ça, tu devrais pas trouver 2pi mais 4pi, puisque l'intégral de sinus θ entre 0 et pi ça fait 2. On l'a déjà vu. Et l'intégrale sur dφ entre 0 et 2pi ça fait 2. 2pi. Donc ça fait 2 fois 2pi, ça fait 4pi. T'es d'accord avec le 4 au lieu du 2? J'ai pas bien compris, comme c'est un peu saccadé, j'ai pas compris. C'est au niveau du sinus, je pense que ça plante. Mais On l'a déjà vu, mais sin θ dθ entre 0 et pi, ça vaut 2. Ça, je te laisse le refaire. ouais. Et ça, ça vaut 2pi. Donc toi, tu aurais dû trouver 4pi R2. Alors, par contre, Léo, je l'ai fait aussi, mais j'ai pas cet élément de surface en θ. Ce que tu as oublié probablement, Léo, c'est que l'intégrale double du ds fois f, Ouais. sans les vecteurs, ça fait 4pi R2 f. Mais, Ouais, c'est ça, 4pi R2. ouais, sauf que si tu oublies les flèches, ça change tout. Parce qu'il faut d'abord faire le produit scalaire. Et dans ce produit scalaire, il y a un ER scalaire Eθ. Et ça fait 0. Ah oui, ok, d'accord, c'est pas la même chose avec et sans flèche. Ah bah non. Non, c'est pour ça que ça fait juste 6 mois qu'on vous embête avec ça, quoi. Mais bon, ça c'est. Non, juste, Léo, c'est assez fréquent que. Il faut que tu fasses plus attention à tes vecteurs. Que Je dis, c'est trop souvent que tu confonds un peu vecteur et composante. Et en fait, c'est très souvent pour ça que tu as faux, en fait. Presque quasiment tout ce que tu montres à chaque fois, c'est à cause des vecteurs composantes. Donc il faut que tu fasses plus attention à ça. Mais monsieur, Ouais. je comprends pas pourquoi on n'a qu'un seul élément de surface. Non, bah, en soi, on en a 3. Le problème, c'est bon, c'est plus dur à dessiner en sphérique. Mais si je suis en cartésienne, tu sais qu'on en a 3. Tu as le ds1. Alors si je prends x, y, z, le ds... Non, mais c'est pour ça, parce qu'en dessinant mon volume élémentaire, j'avais les 3 éléments de surface. Ouais. Du coup, quand je fais le flux à travers la sphère, bah, celui qui est sur Uθ, je fais en sorte de prendre le ds qui va être orienté selon Uθ aussi. En fait. Non. F est sur Uθ, mais le fait que F soit sur Uθ n'a absolument rien à voir avec le fait de savoir quel ds prendre.
Tu vois, ce ds égale quelque chose est totalement indépendant de savoir si f il est sur uθ ou pas. Alors en fait, celui que tu as pris, dont on parlait tout à l'heure, il est un peu dur à dessiner, mais c'est la muraille de Chine en fait. Imagine tu as un parallèle. Imagine que ta muraille de Chine, elle est pile, donc tu as un mur qui fait tout le tour de la Terre d'une certaine hauteur. Donc ça, c'est pas au-dessus en θ, c'est au-dessus en hauteur au sol. Ok, ça c'est un mur, quoi. Sur ce mur, il y a phi qui varie, puisque je fais toute la planète, θ qui est une constante, et dr qui vaut la hauteur du mur. H. Alors dans ce cas-là, l'élément de surface, c'est soit l'élément de surface qui est orthogonal à la muraille de Chine, mais vers le sud, soit celui qui est vers le nord. Et dans ce cas-là, tu trouves un ds qui est celui que tu as dû écrire, c'est-à-dire, donc on a dit θ est une constante, donc ça fait du dr fois r sin θ dr des phi fois du eθ. Et plus ou moins selon l'orientation que tu as choisie. Mais ça n'est pas intégrer le flux à travers la sphère. C'est intégrer le flux à travers la muraille de Chine. Ce qui n'est pas la même question. Et effectivement, dans ce cas-là, tu vas trouver un truc qui est non nul. Parce que du coup, quand on calcule le flux, il faut absolument que ce soit ce qui rentre ou sort de la sphère. Ouais, il faut que ça soit le vecteur normal à ton domaine. Ah, ok. Là, tu as un domaine. Oui, alors que les deux autres... Le n, par définition, c'est le vecteur normal. Alors éventuellement, il change d'orientation. Vecteur normal à chaque ds. Donc c'est un champ de vecteurs en fait. Alors attendez, je vais chercher une orange, c'est plus simple. C'est extrêmement facile ce que je raconte là. Le problème, c'est de faire des schémas corrects. Je vais exagérer mon ds. Je vais prendre un petit bout de... Voilà. Donc, la sphère. Quand tu intègres ton flux, ça c'est mon ds. Quand tu intègres ton flux sur la sphère, alors vous voyez là, j'ai pas pris un ds assez petit, donc j'arrive pas à coller bien le carré sur la sphère, ça c'est normal. C'est pas possible, ça fait des plis. On le voit ici, ça fait un petit pli. Mais... Ok, ça c'est l'intégrale sur le domaine de la sphère de mon champ de vecteurs, qui se trouve être... Alors on va dire que ça c'est le pôle nord. Si ça c'est le pôle nord, mon champ il est, on a dit, il est sur uθ. Donc mon champ il est comme ça. Il est vers le sud. En fait, voilà, il est... là, le champ de la question 1, il tourne autour de la il tourne du pôle nord au pôle sud, comme ça. Et mon vecteur normal, bah, c'est... Ça répond à l'autre question, mon vecteur normal, c'est lui. Donc c'est ER. Là, le crayon bleu, c'est ER. Donc clairement, le produit scalaire fait 0 entre les deux. Ce ds que j'ai écrit ici, c'est quoi? C'est un autre élément de... Je vais le faire un peu plus petit. Donc tu as un autre élément de surface qui est celui-là. Ok, ça c'est le pôle nord. Cet élément de surface-là, il y a phi qui varie, il y a r qui varie puisque je monte, et θ qui est une constante. Et l'autre élément de surface, c'est le dernier, c'est celui où θ varie, phi est constant et r varie. Mais si tu écrivais ce ds là, tu serais en train réellement de calculer le flux. Donc c'est pour ça que je parlais d'une muraille de Chine. Ça c'est un bout de la muraille de Chine. Alors, c'est pratique avec les oranges, c'est qu'on mange pas la peau. Donc, je dessine un parallèle, ok.
Donc ça, c'est la ligne θ égale constante. La muraille de Chine, elle est là. Okay. Et elle fait tout le tour. Mettons qu'on imagine une muraille de Chine qui est à latitude constante et qui fait tout le tour de la Terre. Si toi, tu intègres sur cette surface-là, tu vas aller calculer le flux de F à travers ce mur. Ok, tu as le droit de faire ça, tu vas trouver un truc qui est pas nul. Mais c'est pas la question qui est demandée. C'est pas la question qui est posée. Tu vois? Vraiment, le flux, il faut regarder ce qui est entrant et sortant de la sphère. Du coup, forcément. Ouais. Donc, en fait, tu découpes ton domaine, comme ton domaine est une surface, tu découpes ta surface, donc ici la surface de l'orange, en plein de petits domaines. Et forcément, ces domaines sont parallèles à chaque endroit à la surface. Donc le vecteur normal, il est orthogonal, donc c'est ER. C'est forcément ces petits bouts de carré un peu partout, et pas ce petit bout de carré là. Puisque ça sort de la sphère, ça n'est pas dans la sphère. Ça. Tu vois, tu dois être tangent à la sphère, tu dois être tangent à ton domaine en chaque point. C'est pour ça que le bon élément de surface, c'est lui, et pas aucun des deux autres. Ok. Donc d'ailleurs, on peut même... donc la question 1, donc le pôle Nord est là. La question 1, j'ai un flux qui descend le long de chaque méridien. Ok. Je sais pas si je suis le seul à vous entendre saccader, mais... Ouais, c'est possible. Si, moi aussi, mais... La vidéo, elle suit, mais alors le son, pas du tout. C'est chaud. Ok. Ben, pourtant, je me suis mis en 4G, mais ma 4G a été un peu réduite, je crois. Donc, enfin, j'ai repris un forfait, mais je sais pas. Bon, la question 1, mon champ F, il est comme ça. Il est vers le bas, il est vers Uθ. Et j'intègre ce truc le long de chaque élément sphérique qui est parallèle donc à la sphère. Donc, clairement, le produit scalaire fait 0 à chaque fois. Donc, le résultat total doit faire 0. Dans la question 2, on prendra un champ de vecteur qui est radial et qui est donc le long de UR à chaque fois. Donc là, du coup, le produit scalaire ne va pas faire 0. Donc on va trouver quelque chose de a priori non nul. Et dans la troisième question, on va prendre un champ de vecteur qui est un champ de force qui est tout le long d'un axe cartésien comme ça, sur UX. Ok? Mais dans tous les cas, pour ces trois-là, c'est-à-dire quelle que soit l'expression de f, mon ds, ce sera toujours lui. Ça, ce sera toujours vrai. Pour cet exo-là, ce sera 3 fois le même. Ok? Pour les trois? Eh oui. Parce que sur les trois, j'intègre sur la sphère. Il n'y a que f qui change en fait. Le ds, il ne change pas. Tant que le domaine ne change pas, le ds ne change pas. Donc, Je voulais vous demander, en fait, par exemple, si on a les trois qui varient, on a R qui varie, θ qui varie, et Ouais. pourquoi comme élément de surface? Il n'y en a pas. Si les trois varient, tu es en train de définir un volume. Donc, si tu es en train de définir un volume, tu ne peux pas... Ça n'a pas de sens d'écrire une intégrale double sur un domaine qui est un volume. D'accord. Donc évidemment, sinon tu as une ambiguïté, effectivement. Est-ce que je prends ce ds là? Est-ce que je prends celui-là? Ou est-ce que je prends celui-là? Bah en fait, vous voyez, là on est un peu embêté vis-à-vis du fait que c'est les sphériques et que c'est pas facile à représenter. Mais imaginez exactement le même problème le long du cube. S1 c'est lui, S2 c'est lui, S3 c'est lui. Si j'ai un champ de force F quelconque. Si la question 1 c'est calculer, moi, alors pas une intégrale fermée, mais une intégrale simple de F ds sur S1, x, y, z, alors c'est le fait que j'intègre sur S1 qui me dit que ds c'est ds1. C'est-à-dire cet élément de surface là,
orienté, alors par exemple orienté vers le haut. Donc dans ce cas-là, c'est x et y qui varient, donc c'est dx, dy, ez. Par contre, en question 2, je vous demanderai f ds, le même f, mais sur S2. Dans ce cas-là, ce ds, ça devient le ds2. C'est-à-dire un élément de surface ici. Donc lui, il varie sur z et il varie sur x. Donc c'est dx, dz. Vous voyez? La seule chose qui change ici, dans mes notations, ma seule façon de savoir dans mes notations, et avec ou sans schéma, que c'est pas le même ds dans ces deux questions-là, c'est le domaine. Donc la seule chose qui change, c'est le domaine. Et évidemment que mon élément de surface, d'abord son expression change, mais son orientation change aussi. Si je change de surface, si je change de domaine. Monsieur, Ouais, on pourrait pas se demander pour les DS, genre, qu'est-ce qui reste constant si, si on enlève par définition si, c'est ce qu'on fait ici en. Alors, faut juste faire attention que c'est pas juste le produit des éléments différentiels. Il peut y avoir en sphérique, il peut y avoir le R et le R sinus θ. Mais c'est ça en fait. Tu prends les néants de volume, dx, dy, dz, et tu vires des z. Voilà. Mais si t'es en sphérique, il faut enlever R sinus θ des phi par exemple. Donc, vous voyez, et donc si je dis maintenant, bah en fait non, mon intégrale, je veux la calculer sur la face A, donc sur S3, et ben du coup mon élément de surface c'est lui. C'est dy, dz. Ok? Et en sphérique, c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus dur à représenter sur un schéma. Parce que c'est plus clair. Et F, c'est le même. Hein. Pas de question. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, il y a une question? Non. Ok, alors, donc le 1 faisait 0. Donc si je fais le 2 et le 3 ensemble, donc mon ds, je vais le reprendre, il était là. Donc j'ai ça dans tous les cas. Alors dans le 2, j'ai fds qui vaut, alors c'est donné f sinus θ. Alors je l'écris petit r, je devrais le noter grand R puisque je suis sur la sphère. Alors autant dans la question 1 j'avais du ER θ qui fait 0, ici j'ai du ER qui fait 1 bien sûr. Donc j'ai f R2 sin θ carré dθ dφ. Donc l'intégrale double sur la sphère, c'est l'intégrale sur θ égale 0 à pi. Monsieur, Ouais, enfin, c'est fou. Enfin, je sais pas pour vous, mais là, pour moi, c'est fou. ouais. Ouais. De f R2 sin carré θ dθ dφ. Bon, lui j'aurais pu le sortir dès le départ. Et on se retrouve sur l'intégrale sur phi, elle va faire du 2pi. Et il me reste l'intégrale de sin carré θ dθ. Alors on l'a déjà fait celui-là. On l'a déjà rencontré plusieurs fois il me semble. Il y a plusieurs options pour la calculer cette intégrale. C'est pas 1 moins cos de θ sur 2.
Ouais, le plus simple ici, je trouve, c'est de faire la formule de Trigo. La formule de Une formule Trigo de duplication, non? de linéarisation. Parce que Ouais. je vais transformer un carré en un truc qui est linéaire. D'où ça vient? Ça vient toujours de cos A plus B égale cos cos moins sin sin. Un peu commence ici. Donc ça fait cos de 2θ égale cos carré de θ moins sin carré de θ. Ça fait 1 moins 2 sinus carré θ. Je passe tout de l'autre côté, ça fait du cos de θ. Évidemment, on gagne du temps si on la connaît par cœur. Mais bon, ça se redémontre assez vite quand même. Donc sin carré θ égale 1 moins cos de θ sur 2. Ok. Sinon, évidemment, ici, on peut faire une intégration par partie, ça va marcher. On peut faire un champ de variables, ça va marcher aussi. Donc, cette intégrale, elle fait 1 demi moins cos de θ sur 2 dθ. Le premier terme, ça va me faire du pi sur 2. Et le deuxième, ça va faire 0. J'ai pas trop la place de l'écrire, mais en fait, vous primitivez, ça vous fait du sinus de θ pris entre 0 et pi, c'est-à-dire du sinus de pi moins du sinus 0, ce qui va faire 0. Donc ça fait pi sur 2. Donc à la fin, votre flux, normalement, dans le corrigé, j'ai dû trouver pi carré. Il y a un 2 qui annule le demi, donc ça fait pi carré FR2. Normalement, on doit trouver ça. J'ai pas le corrigé sous les yeux, vous vérifierez que c'est Monsieur ça. Ouais, ce que j'ai écrit. Petite question. En fait, si je comprends bien, quand on fait le flux, on fait f vecteur fois ds vecteur, on voit les composantes et ensuite on voit, c'est ça, on essaie d'enlever. Oui, Voilà. il faut. Ouais. En fait, l'étape 1. L'étape 1, c'est que vos ds. Étape 2, que vos n. Alors ça peut dépendre de l'énoncé. Si c'est une surface qui n'est pas fermée, on va vous dire de calculer le flux par là ou calculer le flux par là. Donc ça on vous le dira. Si c'est une surface fermée, on ne va pas le préciser parce que la convention que vous devez connaître, c'est que n est toujours vers l'extérieur. Votre ds, ça dépend du système de coordonnées. Je comprends bien, le n de quoi là? Le n, c'est le vecteur normal. Ah, le vecteur qui porte le ds. Ouais. Donc ça vous dit que ds, là je mets toutes les étapes. Là. Ok. Étape 4. On calcule explicitement fds égale. On simplifie. En général, là, il y a de la simplification des produits scalaires nuls. Donc tous les produits scalaires qui sont nuls, on les dégage. Il me reste un truc. Il me reste un truc scalaire. Et à la fin, je fais mon intégrale double du truc scalaire. Ok. Que vos ds, si l'énoncé vous précise déjà le système de coordonnées à choisir, vous prendrez juste votre ds à partir des DOM. Quoi. Si l'énoncé ne précise pas spécialement quel système de coordonnées choisir, choisissez judicieusement. Donc si c'est une sphère, choisissez les sphériques. Si c'est un cylindre, les cylindriques. Et sinon, alors si c'est un disque en polaire, et sinon en cartésien. Vous avez marqué quoi? Simplifier des quoi? Des PS, des produits scalaires nuls. Parce qu'en général, f a 3 composantes. Première composante, deuxième composante, troisième composante. Votre n
Alors, il pourrait très bien avoir 3 composantes aussi, mais souvent, il en aura qu'une seule. Ça va être que sur ER, ou que sur Eθ, ou sur... Et du coup, il va rester dans votre produit scalaire, il va rester que ce gars-là. Monsieur, Ouais. juste, on est d'accord que par exemple, si on fait ER scalaire Eθ, ça fait 0. Oui, alors ça, c'est la base orthonormale. Hein. Toutes les bases qu'on utilise depuis le début de l'année sont des BON. C'est vrai aussi pour les cylindriques. Et c'est vrai aussi évidemment des cartésiennes. Si tu commences à faire des calculs dans une base non, même pas normée à la limite, mais même qui n'est pas orthogonale, bon, bah, c'est faisable, mais tu te compliques vachement la vie. Quoi. En gros, pour toutes les bases orthogonales, les produits scalaires de 2. Ah oui, c'est la définition. Ouais. Une base Ouais, orthogonale, par définition, c'est EI, EJ égale 0 si I différent de J. C'est la définition. Ah oui. C'est la définition de la base orthogonale, et si elle est normale, ça implique aussi que EI scalaire EI vaut 1. Ça porte un nom, ce truc-là, ça s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, le delta de Kronecker. Ça vous dit quelque chose ou pas? Quoi? Le delta de Kronecker. C'est pas de la bière, même si ça s'écrit de la même façon que Kronecker. Enfin, le début, que la Cronenbourg plutôt. Delta IJ, c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. Il a pour définition égal à 0 si I différent de J égal à 1 si I égale J. C'est une façon compacte de... Et ça, c'est les indices pour tout IJ. Donc, I égale 0, 1, 2, par exemple, ça correspond à EX, EY, EZ. En cartésien, par exemple. Ok. Donc ça, c'est la définition d'une BON. Et on ne travaille que en BON depuis le départ. Donc oui, les produits scalaires seront simples à évaluer. Pour les produits vectoriels, puisqu'on va en avoir bientôt, ça reste dans une base orthonormale, E1, E2, E3. On va en avoir besoin pour le TD6 et 7. Le produit vectoriel de ces deux-là donne le troisième. Le produit vectoriel de ces deux-là donne le premier. Et le produit vectoriel de lui par lui, ça donne le suivant. Ok, ça donne toujours le suivant, et puis ça tourne. Ça fois ça, ça donne ça. Ça fois ça, ça donne ça. Ça fois ça, ça donne ça. En produit vectoriel. Alors ça, c'est vrai aussi parce que c'est une base orthonormale. Si c'est pas une base orthonormale, c'est pareil, ces formules-là sont fausses. Et c'est vrai, donc ces formules seront vraies pour... Donc si je suis en sphérique, par exemple, vous connaissez sans doute pas bien vos produits vectoriels en sphérique, mais il n'y a pas besoin en fait. Vous la mettez dans le bon ordre, vous savez que c'est une BON, donc ER produit vectoriel Eθ, ça donne le suivant. Eφ fois ER, ça donne le suivant, c'est-à-dire Eθ. Okay, il y a une propriété cyclique dans ce triplet. Voilà, petit rappel sur les BON. Un peu plus intéressant, c'est la question 3, puisque en fait f est donné... C'est clair qu'ici, le ds, c'est plus simple de l'exprimer en sphérique. Par contre, f n'est pas donné en sphérique. F est donné en cartésien. Alors ça, c'est la vie, parfois ça arrive. Et les deux systèmes de coordonnées sont adaptés, puisque dans le 3, je vais intégrer sur mes bouts de sphère. Donc clairement, je vais utiliser donc r carré sin θ dθ dφ, ER. Mais mon champ de force, lui, il est constant, il traverse la sphère comme ça. Ok, donc imaginez que vous avez un fluide qui bouge comme ça dans une canalisation. Vous avez une balle de ping-pong mais qui serait poreuse et vous voulez calculer c'est quoi le flux.
de fluide qui traverse la sphère. Ça semble assez évident que tout ce qui va rentrer là va finir par sortir là, donc le flux doit être nul. C'est ce qu'on va trouver. Mais donc du coup, il faut convertir le DS qu'on a en sphérique en cartésien. Oui, ou inversement. Je trouve que c'est beaucoup plus simple dans l'autre sens. Parce que là, il faudrait exprimer le sinus θ en fonction de x et de y et z. Et les dθ des phi en fonction de dx, dy, dz. Donc ça va être assez abominable. Alors que là, j'ai juste ux à exprimer dans la base sphérique. Ce qui est plus simple. Ok. Donc ma question, c'est réellement ici, c'est que vaut ER pour du scalaire EX. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc le plus simple, je dis, c'est d'exprimer ER dans la base cartésienne. Et ça, c'est quasiment du par cœur, normalement. On l'a calculé explicitement dans les TD3, on l'a revu dans le TD4. Et ouais, c'est du par cœur, quoi. Monsieur, Ouais. on n'a pas pu utiliser un DS avec un. Ah, je t'ai pas entendu, un DS avec? Plutôt en X plutôt qu'un DS sphérique, ou ça aurait été trop galère. Bah, le truc, c'est que malgré tout, le DS, il doit suivre la sphère. Donc ce DS, exprimer ce DS-là qui a cette forme-là, puis qui a cette forme ici, au pôle sud, qui est comme ça, exprimer ce DS-là en cartésien, oui, c'est galère, c'est compliqué. Donc je recommande pas du tout. C'est beaucoup plus simple d'aller juste chercher ce que vaut. Alors ici, je pourrais exprimer UX dans la base polaire pour aller faire UX fois ER, mais comme de toute façon, c'est juste le produit scalaire ici. Le plus simple, c'est de calculer ER dans la base sphérique. Alors, par cœur, cos θ, sin θ, cos phi, sin phi. Déjà vu. On peut le refaire si vous voulez. Pour une dernière fois. Sinon, on avance. Ça se passe par la double projection. Comme je vous avais fait au tableau plusieurs fois, le ER est là. C'est dans un sens, ça va, mais projeter l'autre dans l'autre, c'est un peu moins simple, je pense. C'est moins simple, mais t'en as pas besoin puisque c'est le produit scalaire, donc il suffit que t'en aies un des deux. Soit tu veux la composante sur X de ER, soit tu veux la composante sur ER de EX. Mais en fait, t'as pas de F, non, de... Oui, F si tu veux, mais je parle juste du vecteur élémentaire ici. Ah ouais. Donc, j'ai juste réellement besoin de ce gars-là, j'ai même pas besoin de ces deux-là, puisque le produit scalaire va me donner ça. Alors comment on fait? Je vous rappelle, on projette ER, on utilise le point projeté orthogonal, on utilise le vecteur projeté U, et on dit que ER c'est cos θ EZ plus sin θ U. C'est vrai qu'elle a du mal à mettre au point aujourd'hui. Et U, c'est le vecteur des cylindriques, c'est le URO des cylindriques avec phi. Donc U c'est cos phi, EX plus sin phi, EY. Et quand vous mettez tout ensemble, ça donne ça. Alors si vous la connaissez pas par cœur, cette formule, ou si vous avez un doute, mais que vous en avez absolument besoin dans l'exercice, sachez refaire cette définition. Sachez refaire rapidement au brouillon pour vous ce calcul-là pour avoir la bonne expression de R. Sinon, à partir de là, vous êtes bloqué. En fait. Donc, ce serait dommage. Je crois qu'en cours, je vous ai dit qu'une fois, ouais, moi, je pourrais mettre à l'examen une question de demander de redémontrer ça. Vu le DM qui va vous envoyer, qui est nettement plus difficile que ça, je pense qu'on va pas s'embarrasser de questions de cours. On va juste balancer des exos un peu chauds. Donc ça, il faut connaître absolument. Alors, le DM, il va porter sur quel il porte sur tout parce qu'il a un petit peu d'avance. Bah, au pire, c'est pas grave si l'exode rotationnel. De toute façon, là, vous avez 2 semaines. Nous, on finit le TD6. Bon, là, on prend beaucoup de temps, mais
TD6 est vraiment rapide. TD6 et 7 sont rapides. On a fini cette semaine, quoi. Puis on fera une semaine de révision. On pourra faire une semaine de révision et une semaine corrigée DM. Après, je vous laisserai. Faut que je lui réponde, que je lui mette mes commentaires dessus. On vous l'envoie dans la semaine et vous aurez toute la semaine prochaine pour le chercher. C'est sûr. Ça calme, hein. Il n'y a que pour moi que ça coupe énormément. Non, ça coupe pas mal. Je peux essayer de relancer. Attends.